membres du réseau APM comme Association Progrès du Management. C'est le point commun qui nous relie d'ailleurs, tous les quatre. Mais la particularité de ce rendez-vous, c'est qu'il est d'abord une page grande ouverte à tous. Une page dont nous avons écrit les premiers mots, les premières lignes il y a 15 jours déjà. Et nous voici de nouveau réunis virtuellement en ce vendredi 17 avril. Pourquoi ? Pour tenter d'observer et de comprendre ce qui a radicalement changé le cours de nos vies, un mois quasiment jour pour jour après la fermeture de toutes les écoles et 4 semaines avant le début d'un début de déconfinement. Au milieu du gué, alors nous ne sommes bien sûr plus dans le même état d'esprit et chaque jour fait évoluer nos questionnements. Il y a eu l'urgence, la sidération et nous voici entrés dans une deuxième phase. Certains y ont trouvé leur rythme, une forme de sérénité. D'autres doivent tenir dans la durée et composer avec des peurs, des inquiétudes et même des doutes. La notion de temps qui s'écoule entraîne des réactions humaines forcément très différentes et on vous propose pendant 1 heure de creuser ce sujet à partir de 3 questions. Qu'est-ce qui change ? Quel est le sens de tout cela ? Et en se projetant demain, un peu plus loin, quelle relation allons-nous, ou plutôt quelle relation voulons-nous vivre ? Les 3 personnes réunies à mes côtés, virtuellement bien sûr, sont d'abord des hommes et des femmes, une femme en l'occurrence, qui proposent, riches de leurs expériences de vie, de chausser leurs lunettes d'observateurs, celles qui vont mettre des mots sur nos ressentis. Thierry Vatelet et Patrick Bauduin étaient déjà au premier rendez-vous le 3 avril, 2 hommes de communication, médias, publicité, marketing. Ces mondes leur ont ouvert les portes de la réflexion, des rencontres et des réseaux qui leur permettent de regarder ce que nous vivons de façon très transversale et c'est tout l'intérêt, alimenté, nourri de lecture et de voyage. La solide connaissance du monde des médias, c'est Thierry, celui de la publicité, du marketing, mais aussi de la radio, c'est Patrick. Et c'est Patrick d'ailleurs qui a choisi et sélectionné scrupuleusement toutes les images que vous verrez apparaître en fond d'écran derrière chacun. Elles sont elles-mêmes porteuses de sens car elles sont nées dans des moments de crise qu'a pu connaître l'histoire. Pour ce deuxième épisode, Patrick et Thierry ont été rejoints par une voix féminine, celle d'Anne-France Véry, une édo-spécialiste. Édo avec un H comme hédonisme, parce qu'elle est convaincue du lien entre plaisir et performance. Être bien pour être bon. Passionnée donc des relations humaines, auteure, conférencière, Anne-France est aussi une voyageuse dans l'âme. Merci de nous avoir rejoints dans cette conversation ouverte, Anne-France. Alors, vous êtes combien ? Vous êtes pas loin d'une centaine à nous suivre et donc surtout, bienvenue et merci de votre présence à chacune et chacun, vous derrière l'écran. Un petit mot géographique rapide pour situer chacun au-delà des écrans. Anne-France nous parle depuis Bierges, c'est à 20 km de Bruxelles. Oui, c'est une liégeoise de cœur confinée en famille. On salue d'ailleurs tous nos amis de Belgique, du Québec et du monde entier parce qu'ils sont nombreux à être connectés de partout à nous. Patrick n'est pas mal loti non plus, au cœur de la nature, celle qui sert de décor à son petit village situé dans le Gers, à une demi-heure d'Auch. Thierry profite de la douceur de Draguignan, un refuge de confort sur les hauteurs du Var. Et moi, je suis à Cholet, là où se rencontrent la Vendée, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, l'Anjou et le Poitou, à la croisée des chemins. Croiser les chemins, les réflexions, c'est le programme de l'exploration que nous allons commencer maintenant, sans délivrer ni de vérité absolue, ni donner de leçons. 1 heure, 3 regards, 3 temps et autant de pauses pour échanger avec vous. La conversation est ouverte. Envoyez vos questions, vos commentaires, vos réactions. Nous piocherons des questions et des commentaires. Allez, on commence avec cette première ouverture de sujet. Après le temps du choc, on sait que ça va durer longtemps, plusieurs semaines encore de confinement, et puis ensuite plusieurs mois de déconfinement. Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui se passe au moment où l'on se parle, Anne-France ? Et pourquoi, finalement, c'est très différent d'une personne à une autre ? Merci Cécile pour ton introduction. Oui, parce qu'en fait, nous sommes confrontés à un bouleversement qui dure. On est dans une durée et 3 regards me semblent importants à observer dans cette durée.
Il y a ceux qui portent leur regard sur l'invisible et qui vont dire rien ne change et tout est différent. Ce sont les personnes qui étaient déjà seules à vivre la vieillesse, qui vivaient leur travail à distance, par exemple dans des call centers, qui œuvraient déjà dans un métier d'urgence à sauver des vies, à faire de la recherche pour des vaccins. Oui, pour ceux et celles-là, rien ne change. Et pourtant, ce virus rend tout différent. Je crois qu'il rappelle une première chose, il nous rappelle notre vulnérabilité d'hommes et de femmes. Il exacerbe les émotions parce qu'il s'installe dans la durée, comme on vient de le dire. C'est différent d'apprendre un confinement, premier choc, et de tenir émotionnellement dans la durée. Il nous plonge dans nos essentiels. Il nous rappelle également peut-être la définition, une nouvelle requalification du mot famille, du mot lien, de l'écoute, du printemps. Et surtout, il met en lumière notre authenticité. Et puis, il y a ceux qui portent le deuxième regard, le regard sur le visible et qui vont dire tout change, mais rien n'est différent. Et ce sont tous les égos, en fait, qui continuent à défendre une image sans foi ni loi, à faire semblant. Des entreprises qui montent des wear rooms, des stress tests, des collaborateurs qui se sentent encore plus sous la pression du résultat, de la performance à n'importe quel prix, qui laissent leur sommeil, leur équilibre par terre, parce qu'il faut continuer plus haut, plus fort. Et puis, il y a ceux qui portent leur regard sur un nouveau paradigme. Tout change et tout est différent. La nature retrouve sa vraie nature, à l'abri des bruits assourdissants de la consommation, et ça, merci. Merci aussi pour des parents qui découvrent leur enfant dans leur progrès quotidien. J'ai une amie, Marie, qui me confiait, elle me dit entre nous, j'adore ce confinement. Je récupère 3 heures par jour sans les trajets, je mange mieux, sain, je refais du sport, je savoure des petits plaisirs et ça aussi, merci. Et il y a aussi tous ces appels au secours. François, qui est responsable d'une maison de repos, me confiait ce message bouleversant. Il me dit « Mes journées sont irréelles. J'ai tellement de peine à avoir des familles qui ne peuvent pas veiller, toucher leurs parents mourants, de voir l'interrogation, l'inquiétude dans les yeux de mes équipes sans moyens. Et ça, il y a un vrai appel au secours. Au secours aussi pour Philippe, qui vient d'ouvrir un restaurant gastronomique en mettant toutes ses économies avec son épouse et qui n'obtiendra plus de ligne de crédit. À l'aide aussi pour la jeune Sophie qui vient d'accoucher, qui vient de donner vie à leur premier bébé et qui devra découvrir seule les premiers gestes d'une maman rentrée trop tôt à la maison. Les étudiants aussi, les enseignants qui doivent faire face aux examens de fin d'année. Il y a aussi des appels au secours. Alors, dans tout ça, ce qui change vraiment à mes yeux, c'est qu'on réapprend à donner, mais vrai, c'est-à-dire l'offrir. Et on réapprend à demander le vrai, c'est-à-dire la solidarité. Merci beaucoup Anne-France pour ces premiers mots et cette ouverture. Alors, il y a des merci, il y a des appels à l'aide, des jours avec, mais aussi des jours sans, des heures qui parfois se suivent et ne se ressemblent pas. Qui peut dire n'avoir pas déprimé, paniqué, même un peu au cours de ces dernières semaines, entre contraintes et liberté, dans nos maisons où tout est revisité? Qu'est-ce qui a changé, Thierry? Ce qui change d'abord, c'est qu'on a arrêté une bonne partie du monde. Et ça, il faut vraiment se le répéter chaque jour. Pour moi, c'est quand même un événement majeur. On est descendu du train, c'est historique. Arrêter le monde pendant 2 mois, mais on n'a jamais fait ça dans l'histoire de l'humanité. Donc ça, c'est vraiment important. Dans le récit du monde, il faudra bien raconter ce chapitre exceptionnel écrit par 4 milliards d'individus. Alors, qu'est-ce qui change? À mon avis, ce qui change, c'est qu'on refait le tour des libertés que l'on croyait acquises. Commençons par le lieu. Nous sommes dans nos appartements, nous sommes dans nos maisons, nous sommes confinés. En fait, nos maisons sont pleines et nos villes sont vides. Et nous faisons l'expérience d'une liberté d'aller et venir à laquelle nous étions très habitués. Et d'un coup, elle est contrainte. D'un coup, elle est réduite. Notre maison devient notre cellule. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'un jour, la cellule s'ouvrira.
Mais à la faveur de cette contrainte, nous redécouvrons donc, effectivement, et avec beaucoup de temps, notre famille. Euh, Nous redécouvrons également, et ça c'est pour le chef d'entreprise, qu'on pouvait travailler depuis des endroits différents pour un même objectif, télétravail. On découvre que certaines tâches n'ont pas besoin d'adresse pour pouvoir être exécutées. Ça aussi, c'est une vraie découverte. Alors ça change quoi? Ah mais écoutez, c'est formidable. Le télétravail, c'est quand même l'absence de lieu de pouvoir. C'est l'absence d'hiérarchie inscrite dans les volumes et dans l'architecture du lieu où on travaille. Il ne reste donc, puisqu'il n'y a même plus de totem, il ne reste simplement que la relation humaine et les compétences qui s'inscrivent sur cette relation humaine. Ça, c'est pour le lieu. Le lieu, lui, est vraiment, on en a l'impression en tous les cas, contraint. Puis il y a le temps. Et ça, c'est notre vraie prison, beaucoup plus que le lieu. Le lieu, on sait qu'un jour, il s'ouvrira, mais le temps. Là, vous avez beau tirer dessus, vous avez beau le compresser, vous pouvez avoir tous les états d'esprit de la Terre, vous pouvez être impatient, endormi, lascif, énervé, quel que soit votre état d'esprit, et où que ce soit sur la planète, il faudra toujours 60 secondes pour faire une minute. Et ça ne change pas. Ça, c'est une véritable prison. Ça, ce sont vraiment des barreaux. J'ai un ami qui me disait, mais tu sais, moi, au 30e jour de confinement, j'en peux plus. Mon état d'esprit oscille entre Depardieu devant un Perrier-Rondelle ou bien Poutine sur un char de la Gay Pride. Vous avez beau vous énerver, le temps, lui, ne bougera pas. Et il faudra attendre le 11 mai pour que, comme l'a dit Cécile, le début du confinement soit là. Autrement dit, nous apprenons à vivre, non pas avec notre temps, mais nous apprenons à vivre avec le temps de notre vie. Le seul verbe avec lequel on peut conjuguer le temps, disait Alain Simon, c'est le verbe prendre. Et quand les urgences disparaissent, et beaucoup ont disparu, eh bien, remontent à la surface les essentiels, on reprend le chemin des valeurs de la vie. C'est ça qui change. On examine le périmètre de nos libertés. L'une des questions, du coup, ce qui se pose ou qui se posera est la suivante. Cette redécouverte de la vie, cette redécouverte des valeurs, est-ce qu'elle va survivre après la reprise? Ça va dépendre de nous. Conséquence pour l'entreprise que l'on peut déjà prévoir, c'est demain, dans l'organisation de l'espace et du temps, eh bien, on peut penser que les moments de partage, les moments d'écoute, comme le disait Anne-France, ces moments-là seront plus présents encore, ou en tous les cas beaucoup plus exigés. Et dans la relation client, à mon avis, tout ce qui n'est pas humain ne sera plus du tout supporté. Merci beaucoup Thierry. Tu as fait mouche avec Poutine sur un char de la Gay Pride. C'est dans les commentaires. Oui, nous vivons des jours historiques et tu viens de le rappeler, évidemment, les livres et les générations futures raconteront ce moment du monde. Alors que se profile une reprise, le début d'une lueur d'espoir, nombreuses sont les voix qui refusent un retour à la normale en 2 mots, qualifié d'anormal en un seul mot. En quoi est-ce que c'est d'ores et déjà visible, et même de façon criante, Patrick, dans le monde de la publicité, celui que tu connais bien? Cécile, là, je crois que la première anormalité, c'est ce silence. Il y a encore un mois, le monde de la consommation bruissait de manière assourdissante de messages publicitaires, d'offres commerciales toujours plus alléchantes ou de sollicitations algorithmiques des plus impertinentes. Et puis là, soudain, c'est le grand silence des marques. Où sont-elles passées, les entreprises harcelantes? Ont-elles perdu le sens du commerce? En fait, on découvre que ce satané virus aurait peut-être la capacité aussi d'étouffer le marketing. Et de fait, la consommation débridée, elle est retombée d'un seul coup au premier étage de ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, c'est-à-dire la pyramide des besoins. On est revenu aux basiques, les besoins essentiels. Vive le papier cul, les pâtes et les conserves. Violent retour aux basiques qui laisse les entreprises vraiment communicantes un peu au bord du vide, parce que elles ne comprennent pas trop. C'est un vide de compréhension. Si je dois prendre la parole, comment je vais prendre la parole? C'est un vide de message. Quoi dire quand tout bascule autour de soi? Vide de pertinence. À quoi bon vouloir vendre quand plus personne ne pense à acheter? Alors là, évidemment, on se pose des grosses questions. Et certaines entreprises, certaines marques, je dirais, n'ont pas peur de plonger dans des pirouettes créatives, histoire de quand même prendre la parole. Les unes, elles vont promouvoir des gestes barrières avec une pointe d'humour. Les autres vont profiter de circonstances pour y aller d'une plus ou moins douteuse. J'appellerais ça du Covid washing. Mais en fait,
Les marques, fondamentalement, n'ont plus rien à dire pour l'instant. Sauf que, il apparaît aussi des nouvelles pistes de discours et je dirais des pistes de mots, des interpellations plus judicieuses, plus proches de l'émotion planétaire qui nous étreint actuellement. Avant la crise, les gens étaient physiquement ensemble, mais virtuellement isolés. Avec la quarantaine, c'est exactement le contraire. Et cette bascule fait émerger des gestes de communication que je trouve assez intéressants, qui sont plus inspirés par l'intérêt général, l'implication responsable, la solidarité. Que ce soit par exemple les paysans de Rougeline qui vendent de la tomate, particulièrement dans le sud-ouest, ils réinventent la distribution de casiers sur un parking d'Agen. Des fermes Laraire, qui elles sont plus au sud de Bordeaux, partagent des combinaisons avec les services de santé de la région. Plus surprenant, des chaînes de télé privées et publiques sont capables de se mettre ensemble pour fonder pendant moins de 15 jours une nouvelle chaîne télé qui s'appelle À la maison. Des gens qui ne se parlent pas depuis 50 ans. Donc, il y a un constat qui émerge pour moi, c'est qu'il y a des marques qui sont capables d'écouter le monde et de sans doute construire de nouvelles choses, et puis d'autres, malheureusement, qui continuent un petit peu à s'écouter. J'ai envie de m'intéresser un peu plus à celles qui écoutent le monde, parce qu'en fait, si elles sont capables de se mettre au diapason de cette dramatique crise, mais quelque part, qu'est-ce qu'elles disent? Elles préfèrent le geste juste, le geste qui noue, le geste qui invente de nouvelles relations, au-delà simplement de nourrir un certain consumérisme. Et ça, à mon avis, c'est inspirant. Très inspirant. Merci à tous les trois. Alors, petit point technique pour les questions et commentaires, puisque manifestement, il n'y a pas l'onglet Q&A, questions et réponses, qui apparaissait parfois en bas. Le but, c'était d'avoir un seul lieu pour vos questions. Donc, vous pouvez les poser dans le chat. Donc, vous cliquez sur converser en bas. Si ça n'apparaît pas au moment où vous nous écoutez, en bougeant votre souris ou votre doigt vers le bas de l'écran, ça apparaît et vous pouvez ensuite converser. Et je vois une question apparaître. Que pensez-vous de la part d'une entreprise qui communique sur ses actions de charité philanthropique pour aider des œuvres en cette période? Cela passe-t-il pour intéresser? Gérald Fawet, Air Ambiance. Voilà, une question. Ça rebondit peut-être un petit peu. Je me permets de prendre la parole, Thierry et Anne-France, là-dessus. De fait, je pense que le tout n'est pas nécessairement ce que je vais dire. Peut-être si ces gens s'engagent, ça vaut la peine de le dire, mais c'est tout dans la façon de le faire aussi. Il y a des entreprises qui jouent là-dessus. Vous vous demandez, tiens, mais de quoi ils se mêlent? Pourquoi ils embarquent là-dedans? Toute la question ici est la légitimité de la prise de parole. Je peux prendre la parole sur tous mes gestes de solidarité, mais que ce soit légitime, que ça ne renifle pas, si je puis dire, de l'opportunisme de circonstances. Et c'est peut-être ça la délicatesse du moment d'aujourd'hui, c'est que notre citoyen enfermé, il a envie du parler vrai autour de lui. Alors, on en reparlera plus tard tous ensemble. Mais cette notion d'authenticité, cette notion d'intégrité, cette notion d'incarnation de la mission est importante. Donc, parlez si vous êtes engagé, mais que ce soit extrêmement cohérent avec le reste de votre comportement d'entreprise. Nicolas nous demande, Patrick, quelle marque surfe sur cette situation? Il y a des marques qui sont, je dirais, je vais prendre un exemple, et puis je ne veux pas leur taper dessus parce que quelque part, elles sont, on va dire, je pense qu'elles sont aussi de bonne volonté, mais quand Coca-Cola annonce qu'il supprime toutes ses pages de publicité, toutes ses insertions publicitaires pour pouvoir transférer ses budgets sur de l'aide et de la recherche, etc., tout ça est très gentil, mais je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont fait avant la crise pour pouvoir repenser au bien collectif, que ce soit au niveau des emballages, etc. Là, il y a quelque chose qui, personnellement, me semble un petit peu disruptif et pas nécessairement dans le bon sens. Merci. Une question peut-être plus globale pour celui qui a envie de s'en saisir. Quels phénomènes peuvent nous éviter de revenir au jour d'avant? Elle est bien cette question. Et c'est Christophe qui nous la pose. Ah, c'est pour Thierry celle-là. Ou Anne-France, elle est prête. Ou Anne-France. Ouais. On ne reviendra jamais au jour d'avant. Parce que justement, la magie ou pas la magie, je pèse mes mots, mais c'est qu'il y a une vraie durée qui s'installe. Ça s'installe. Donc, on est dans un mouvement permanent et c'est ça qui va être vraiment notre laboratoire d'expérimentation. Donc, se précipiter, replonger
redevenir l'après, ce sera quelque chose qui n'est de toute manière pas possible par rapport aux énergies qui se sont allumées pendant ce temps de confinement, allumées dans tous les sens, allumées au niveau des émotions, parce que les émotions s'exacerbent. Quand ça s'installe dans la durée, ça veut dire qu'émotionnellement, comme je le disais tout à l'heure, il faut tenir le coup. Et donc, on va sûrement pas, en tout cas moi, c'est vraiment ma conviction, on ne va pas revenir dans l'avant, mais surtout, on va se donner un cap, choisir une décision pour aller vers l'après. Christophe précise, alors peut-être pas éviter de revenir au jour d'avant, mais au moins empêcher le retour de la dictature du court terme. Comment empêcher le retour de la dictature du court terme? Si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas. La dictature du court terme, moi je pense qu'elle a quand même du bon dans ce moment-ci. Pour demain, j'en sais rien. Mais dans ce moment-ci, je discutais avec un chef d'entreprise qui me disait, pour pouvoir continuer à maintenir la motivation de vos troupes, il va être important de partir de la vision pour la requalifier en objectif court. Parce qu'aujourd'hui, puisqu'on ne sait pas jusque quand ça va durer, puisqu'on ne sait pas exactement quand on va déconfiner, comment on va déconfiner, ce qui va se passer, je pense que ce court terme, en tout cas, je ne le nommerai pas comme dictature dans ce que nous vivons, parce que c'est ça qui nous fait tenir l'objectif de pouvoir se donner la possibilité de réaliser des petits pas et de les célébrer avec les équipes. Alors pour demain, je pense que finalement, les grandes visions long terme, on voit qu'aujourd'hui, elles sont plutôt mortes puisque il nous arrive ce qui nous arrive. Et donc, oui, le court terme, sans dictature, mais le court terme pour le cadeau qu'il peut offrir de la reconnaissance d'atteindre progressivement les objectifs qu'on doit atteindre. C'est chouette les réponses proposées. Redevenons intelligents d'un coup, soyons fous. C'est bien ça. Ça va? Je vous propose qu'on continue, puisque je vois des questions qui vont peut-être trouver des éclairages dans la suite de nos propos. Et donc, eh bien, on va poursuivre. Parce que la question, c'est peut-être, et si la bonne nouvelle derrière cette pandémie, elle se résumait en 4 lettres, celle qui compose un mot très simple, mais puissant, le mot « sens ». Celle qui justifie tous ces sacrifices, le sens de la vie, le bon sens, le sens commun en somme, Thierry? Il faut bien se rendre compte que pour l'instant, nous sommes, pour beaucoup en tous les cas, chez nous. Et il n'y a rien de plus absurde que ça. Alors pourquoi l'acceptons-nous? Nous sommes capables d'encaisser cette absurdité parce que nous savons que quelque part, il y a des infirmières, des médecins, des chirurgiens qui sauvent des vies. C'est pour ça que nous acceptons cet impensable. La valeur qui nous unit, c'est la vie. À la question « Voulez-vous gagner de l'argent et peut-être mourir ?», 4 milliards d'individus sur Terre ont répondu « On préfère ne pas gagner d'argent, on arrête tout et chacun rentre chez soi ». Et en fait, c'est le sens collectif de notre action, ce sont les vies sauvées qui nous permettent de nous motiver pour rester où nous sommes. La bonne nouvelle, c'est que on vient de le faire et on l'avait jamais fait dans les épisodes de pandémie précédentes. C'est, je dirais, la première guerre mondiale pour la vie. C'est la toute première qu'on livre tous ensemble. Et ça, c'est, pour moi, c'est quand même un événement de nature historique. Il faut vraiment qu'on ait conscience de cela. Ça peut amorcer 2 évolutions. Je ne suis pas devin, mais peut-être. Si nous avons accordé une si grande importance à la vie de quelques-uns, car on se bat pour la vie de quelques-uns, pas de tout le monde, de quelques-uns. Si on a accordé une si grande importance à cela, quelle sera notre attitude lorsque quelques vies de réfugiés seront menacées à bord d'embarcations en Méditerranée? Quand il y aura des vies menacées dans une famine en Afrique, par exemple? Quand il nous faudra reparler de la question du respect de la biodiversité, c'est-à-dire de toutes les vies, serons-nous capables encore de déclencher une 3e, une 4e guerre mondiale pour ces vies-là? Serons-nous cohérents avec le choix que nous venons de faire pendant presque 2 mois de confinement? La vie d'abord ou pas? C'est un chantier passionnant. À mon avis, ce chantier-là, il va s'accélérer de beaucoup. Ça, c'est la première évolution. La deuxième évolution, ou en tous les cas, à mon avis, le regard qui doit être porté, serait peut-être sur la question de savoir pourquoi je fais ce que je fais.
Question qui sera, à mon avis, beaucoup plus posée encore dans les entreprises dans quelques semaines. Pourquoi tel produit? Pourquoi tel service? Pourquoi est-ce que je dois faire tel geste? Il faudra, à mon avis, que le leader prenne la peine d'expliquer tous les soirs à 20 heures, c'est une image, mais explique régulièrement le fondamental pourquoi des choses. Nous n'applaudissons pas le soir un système hospitalier, pas du tout. Nous applaudissons des personnes, des héros, ceux qui sauvent des vies et qui donnent par conséquent du sens à notre inutilité. Nous voulons bien consommer notre vie, mais à condition de partager le sens de cette consommation. À mon avis, il faudra peut-être que nous relisions ensemble Saint-Exupéry, notamment dans Citadelle, livre posthume. Entre autres, ce livre est magnifique, mais entre autres, il exprime ceci. Si tu veux que les gens construisent un bateau, ne leur parle pas de boulons, de rivets, de planches. Parle-leur des océans que le bateau devra traverser et des missions qu'il remplira. La tâche que chacun accomplit vaut plus qu'elle-même quand elle a du sens. Merci beaucoup Thierry. Alors finalement, on a presque l'impression qu'en ralentissant le temps, on a non seulement pris conscience ou repris conscience du sens, du bon sens, mais aussi considérablement accéléré ce qui n'était dans certains cas qu'à l'état de balbutiement. Alors je pense au télétravail, mais aussi au circuit court, à une forme de numérique humain. Comment expliquer que tout soit devenu si simple, si vite, si simple, si évident, Patrick? Je dirais que en préparant cette intervention, je relisais un certain nombre de coupures de journaux, puisque je découpe encore dans des journaux. Le 30 janvier dernier, le grand patron de Danone, Emmanuel Faber, déclarait dans Nouvel Obs: nous devons cesser de dépendre à 70% des protéines importées du Canada ou du Brésil. Nous voulons que la PAC subventionne, au contraire, la biodiversité. Et il ajoutait, et je pense que les mots sonnent évidemment de manière très forte aujourd'hui, le sujet n'est plus croissance contre décroissance, mais celui d'une autre croissance. C'était juste il y a 3 mois. On pouvait alors se dire que tout cela prendrait des années. Et puis, Covid-19 est passé par là. Et alors, de manière fulgurante, on parle ici de quelques semaines, on se met à parler de circuit court, de local, de commerce de proximité, de respect des saisons. Écoutez, juste quelques exemples ici que j'ai la chance de vivre dans le Gers. Notre maraîchère que l'on croisait hier sur le marché, aujourd'hui elle est interdite évidemment de marché ouvert, elle débarque sur Internet avec sa liste de produits disponibles, ses œufs, et fait 2 tournées par semaine pour livrer ses cajots sur le seuil de notre porte. Il en va ainsi de l'éleveur de chèvres et de ses fromages, du pépiniériste et de ses semis, du restaurateur et de ses plats préparés. Et une entreprise bien connue ici en France qui livre des produits de petits commerçants, elle s'appelle Épicerie, annonce une progression de 20% par jour. Qu'est-ce qu'on constate en fait? On constate que ce numérique qui hier encore était ignoré par bien des entreprises devient soudain un espace de redéploiement, une opportunité de réinventer son commerce, sa rencontre avec les clients. Mais avec une nuance de taille, c'est remettre la relation humaine au centre du commerce. Commerce au sens, je dirais, étymologique, c'est-à-dire on crée de la rencontre, de la fréquentation, de la causerie, etc. 19% des Français ont utilisé le drive pour la première fois dans les 15 derniers jours. Pourrait-on imaginer que cette crise pandémique invite enfin les marques à penser numérique et digital? Ce fameux digital que tout le monde parle, tout le monde évoque depuis longtemps, qui était, d'ailleurs il faut bien le dire souvent, un affreux mélange de automatisé et de courriel soi-disant personnalisé. Non, ici on va ailleurs. Les entreprises ont là une superbe opportunité de reprendre leur relationnel client en y mettant de l'émotion, de l'authenticité, du sens, de l'utilité. Je prends un autre exemple. Au Canada, un réseau de restaurants poulet frites offre gratuitement à ses concitoyens depuis quelques jours le contenu d'une dizaine de journaux canadiens. Parce qu'ils estiment que dans cette période troublée, les Canadiens n'ont jamais eu autant besoin de s'informer, d'avoir leur juste, bien plus que d'avoir du poulet frit. Mais on parle ici d'une marque qui a compris qu'elle devait devenir aussi utile. Et les marques parlent d'utilité, je dirais, depuis une dizaine d'années. Mais ici, elles ont une occasion unique de le prouver sur le terrain. Aussi, ce retour de l'humain devra aussi se manifester à l'interne des entreprises. Il ne faut pas croire, le citoyen, le salarié, le consommateur, ça ne fait qu'une et une seule personne. Et pour vous dire que cette seule personne est occupée à prendre conscience que les choses doivent bouger,
73% des salariés âgés de 35-49 ans, statistique française sortie ces derniers jours, estiment que les entreprises doivent plus se préoccuper de l'effet de leurs actions sur l'environnement. 73%. On n'était même pas à la moitié il y a encore quelques semaines. Donc, au-delà des ravages mortels du virus, de la chute du PIB, des pertes d'emplois dans les mois à venir, on peut penser qu'il y a dans ces accélérations de la vie actuellement des possibilités de nouveaux comportements, des comportements mutants tant au niveau des entreprises que de ceux des consommateurs. Mais il est clair, et puis j'ai vu un petit peu le chat s'animer avec un certain nombre de questions, la réponse, elle est dans nos mains à chacun d'entre nous et dans nos choix d'aujourd'hui, parce que c'est ça qui va décider de ce que le monde aura l'air demain. Merci Patrick. Dans nos choix, dans nos mains, dans nos choix d'aujourd'hui, dans nos entreprises, dans nos maisons, là où on réinterroge le sens comme jamais. Mais personne ne peut s'exonérer d'un autre questionnement, particulièrement bruyant d'ailleurs en cette période de confinement, c'est le questionnement intérieur. Celui qu'on est un peu obligé d'écouter, celui qui n'est plus ni parasité, ni recouvert par le bruit du monde. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Anne-France, de pouvoir écouter, s'écouter, s'entendre en tout cas un peu? Oui, oui, Cécile, pour moi, c'est une excellente nouvelle à bien des égards. La quête de sens, c'est depuis des années une quête sociétale. Autrefois, on avait monsieur le maire, monsieur l'instituteur, monsieur le docteur, c'était tous nos repères. Aujourd'hui, ces repères disparaissent. Pouvoir écouter pour donner du sens est devenu, à mes yeux, une vraie responsabilité sociétale. Et il le sera dans tous nos comportements, comme Thierry et Patrick le disent, dans tous nos comportements, dans tous nos choix, dans toutes nos décisions. En fait, ce temps de confinement, il offre une parenthèse pour aller profondément à l'intérieur de soi, retrouver nos racines, notre ADN, nos ressources insoupçonnables, et puis choisir une direction. C'est un cheminement intérieur, tu disais Cécile, et donc oui, si je vais à l'intérieur de moi pour déployer après ce sens vers l'extérieur, on aura fait de vrais pas, parce que ce n'est pas l'inverse. Dans mon métier d'accompagnement, combien de gens, de personnes ne m'ont pas déjà dit c'est incroyable, j'ai jamais postulé, on est toujours venu me chercher, et toute ma vie s'est déroulée par opportunité. Mais ce sont ces mêmes personnes, à un moment donné, s'asseyent sur le chemin de leur vie et se posent la question. Finalement, je ne me suis jamais offert de choix. Dans tout ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a vraiment fait sens pour moi? Donc en réalité, une question profonde se pose à chacun d'entre nous. À quelle vie disons-nous oui et à quelle vie tournons-nous le dos? Tu nommais Cécile, tu nous nommais comme 3 voyageurs et j'ai envie de vous proposer un voyage insolite. On est au XVe siècle, au Japon, et Asikagai, un shogun, c'est-à-dire un général pacificateur des barbares, est passionné de céramique. Et une de ses collections de vases se brise. Il envoie ses vases pour les faire réparer et il les reçoit réparés avec des vilaines agrafes. Alors des artisans autour de lui commencent à se mobiliser et réparent les vases avec des fils d'or. Cette tradition du kintsugi s'inspire d'une pensée qui donne une valeur dans les choses imparfaites et usées par le temps. Et si dans nos quêtes de sens, nous devenions kintsugi, servons-nous de nos fêlures pour en faire quelque chose de plus solide, de plus beau? Développons nos entreprises en tant que force du bien, comme tu l'invoquais, Patrick, en ayant une implication responsable vers ce que nommait le patron Danone, une autre croissance. Le monde n'attend pas, alors qu'attendons-nous de lui? Qu'attend-il de nous pour renaître dans une énergie de lien en or? Merci beaucoup Anne-France. On va prendre le temps d'échanger sur nos fêlures, nos imperfections et nos liens en or avec vos commentaires, vos questions. Alors, bien sûr, il y a Valérie qui dit « oui, je dis oui ». Janine, j'ai fait la même chose avec la boîte à sel de mon grand-père car nous sommes riches de nos blessures. C'est beau ça aussi. Alors, on a des questions sur le sens et notamment peut-être plus en lien direct avec l'entreprise. De Fabrice, par exemple, est-ce que le consommateur fera le même choix demain que celui
qu'il fait pendant cette crise. Nous, acteurs locaux, prenons la place aujourd'hui, mais les grands groupes risquent de reprendre les armes de la promotion à la sortie de tout ça. Alors là, les consommateurs devront choisir. On est encore sur cette question du choix. Ouais. Messieurs. Oui. Peut-être pour répondre à Fabrice, là où il a raison, c'est que de toute façon, il ne faut pas croire qu'il va y avoir une bascule à 100% d'un comportement X vers un comportement Y. Il va y avoir, à mon sens, et on l'a évoqué déjà avec Thierry la fois dernière, la durée du confinement, la durée des contraintes va être génératrice de la profondeur des changements. Là, on est à 1 mois. Regardez déjà les changements, et on en a partagé quelques exemples ensemble, qui se passent. Là où Fabrice a raison, c'est qu'il y aura certainement un retour à certaines, et là tu le disais Cécile tout à l'heure, de normalité. La seule chose qui, à mon avis, va glisser, et ça c'est un petit peu mon expérience et ma connaissance de l'histoire de la société de consommation, c'est que les évolutions de cette consommation, ça ne se fait pas sur une étape, c'est une accumulation d'étapes. Et ce qui se passe aujourd'hui, il va faire qu'à la sortie, ces nouveaux comportements, hier, ils étaient peut-être, je dirais, 12, 15, voire 18%, mais à mon sens, ils vont peut-être doubler. On va se retrouver du tout au côté de 35, 40. Donc, de fait, Fabrice a raison, ça ne va pas être le changement total, mais l'effet de masse va commencer à jouer. Et il ne faut pas négliger. Au niveau de la réputation des marques. Les marques sont très, très sous je dirais, la loupe actuellement dans leur comportement. Les grandes marques de distributeurs qui jouent actuellement le local, parce que quelque part, elles n'ont pas non plus trop le choix, on va dire les vraies choses, mais quelque part, si elles rebalancent leur système à l'envers dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, je veux dire, on va les attendre au tournant, parce que le consommateur, aujourd'hui, il a découvert des alternatives et il ne va pas se gêner. Parce qu'aujourd'hui, je découvre, mon cher Fabrice, qu'acheter mes légumes ici à côté, pour finir, ce n'est pas plus compliqué que d'aller à la grande surface et c'est moins cher. Donc, il faudra qu'ils se débrouillent avec ça. Et ça se passe aussi dans les villes. Donc, croisons les doigts. Merci. On a également Philippe qui nous parle de la notion de mission, d'entreprise à mission. On en parlait il y a 15 jours, notamment avec Thierry. Ne faut-il pas la rendre obligatoire pour les startups ? Elle est déjà obligatoire maintenant. Quand je dis elle est obligatoire maintenant, nécessairement maintenant, on est contraint, obligé de s'interroger sur que fait-on et pourquoi le fait-on. Et on est obligé, alors j'ai lu aussi dans les commentaires, oui, mais là on est sous la contrainte. C'est vrai, on est sous la contrainte du virus, pour l'instant. Et à un moment donné, il n'y en aura plus. Mais c'est pas le 11 mai. Le 11 mai, le virus sera toujours là. Le 11 mai, nos vies seront toujours contraintes. Ce qui est vrai, je partage tout à fait l'avis de Patrick, c'est que il y a un moment donné où nous aurons la liberté du choix. C'est-à-dire, ce n'est plus la contrainte qui nous imposera la frugalité. Nous devrons, à ce moment-là, poser nos choix. De ce point de vue, je n'ai qu'un mot. Désapprenez à espérer et apprenez à vouloir. Si vous voulez que le monde change, c'est d'abord pour soi. Et le premier commerce de proximité, c'est soi-même. C'est pas mal ça. Moi, je rebondis aussi sur bonne. Laurent. J'adore ça. Et donc, ça rebondit sur l'histoire d'Anne-France. J'aime les gens fêlés car ils laissent entrer la lumière. Michel Audiard. Ouais. Merci Thierry. Et c'est Laurent Poineau qui partage avec nous. Bordeaux. Ok, Bordeaux. Une dernière sur, alors bien sûr, le choix du consommateur, mais ce n'est pas le seul à devoir évoluer. Le fournisseur, lui, devra évoluer. Plusieurs agriculteurs s'adressent maintenant directement aux consommateurs, ce qu'ils ne voulaient pas ou n'osaient pas, peut-être, je fais exprès, je rajoute une parenthèse, faire auparavant. Oui, effectivement. On poursuit ? Allons-y, allons-y. Allez, c'est parti. Place à la troisième et dernière question, celle qui nous projette demain, dans l'après. Comment envisager les relations dans le monde de l'entreprise? D'abord, on va y rester, Patrick. Pourquoi faudrait-il, d'après toi, placer une notion presque au-dessus de tout le reste, et c'est la notion de confiance? Cécile, pour comprendre que ce mot devient, je dirais, incontournable, il faut revenir un petit peu en arrière. Pendant très longtemps, on va dire depuis toujours, les entreprises se sont pas beaucoup ou peu encombrées de principes et encore moins, il faut bien dire, d'éthique. Et puis ces dernières années, on a vu fleurir des nouveaux discours un peu plus sensibles à l'environnement, le respect de la vie animale, la santé des sols, l'investissement responsable avec plus ou moins de crédibilité. Mais souvent, il faut bien dire, le greenwashing recouvrait tout ça. En passant d'ailleurs, ils jetaient aussi l'opprobre sur des marques qui étaient réellement investies dans ces choix difficiles. Conséquence majeure, les consommateurs toujours plus méfiants vis-à-vis de ce type de choix stratégique. Donc,
Il s'en accommodait très bien, hein, parce qu'il pouvait se donner bonne conscience en relevant toutes ces dérives marketing pour dire je ne bouge pas ou alors je suis indifférent. Mais ce qui émerge actuellement, et pour moi c'est sans doute un des points les plus intéressants, c'est un consommateur qui se mobilise beaucoup plus sur des valeurs et donc quelque part sur un besoin de faire confiance. Et là peut-être on a parlé du mot déconsommation, on a parlé d'autres mots qui étaient importants dans la notion du temps aussi, mais moi je pense qu'il y a un mot qui émerge de manière extrêmement forte dans le contexte actuel de la relation entre l'entreprise, ses consommateurs, les clients, mais la société en général, c'est la confiance. On a confiance dans notre système de santé, ça, il n'y a pas de doute. On se pose la question d'avoir confiance en nos politiques. Et d'ailleurs, à ce propos-là, et je sais que j'ai des amis québécois en ligne, vous vivez actuellement quelque chose d'assez intéressant. C'est un Premier ministre qui, flanqué de ses responsables de la santé, fait un point tous les jours avec la population à heure fixe. Une intervention qui, semble-t-il, est saluée par tous et toutes comme exemplaire pour son empathie. Sachez qu'à chaque point, il commence par la présentation des condoléances du gouvernement aux familles des personnes décédées. Cette ouverture, cette absence totale de langue de bois, parce qu'il y a aussi un dialogue qui s'amorce avec des journalistes, c'est à mon avis un bel exemple de communication assumée, transparente, qui crée de la confiance. Alors, c'est sûr que devant cet énorme chantier de la confiance, les entreprises ont devant elles une fantastique opportunité stratégique. D'évidence, les entreprises, et ça, on ne se fait pas d'illusions, hein, et je vois déjà les commentaires qui font balancer dans le chat, elles vont buter ou elles butent déjà devant des injonctions paradoxales, qu'elles soient du côté d'actionnaires, etc., etc. Tout ça est vrai. Mais je dirais que les marques ont l'énorme occasion de construire aujourd'hui ce qu'elles seront demain. Que ce soit l'urgence environnementale, l'attrait pour la consommation durable, les pressions sociales et politiques, rien de tout cela ne disparaîtra après la pandémie. Il va falloir intégrer ça dans ma façon de me comporter, dans ma façon de discourir, ça c'est la communication, mais beaucoup plus profondément dans mes gestes. Donc l'entreprise qui décide d'écouter ces ondes de questionnement pour se réinventer en mettant en avant ses valeurs au-delà de simplement ses compétences, à mon sens, cette entreprise construira une culture beaucoup plus profonde, basée sur le parler vrai, qui est en fait la seule source renouvelée de confiance. On peut rêver et c'est ce que j'ai envie de faire. Moi, j'aime bien aussi rêver. À la confiance, nous allons aussi devoir ajouter de la gratitude et une bonne dose de relations, des relations de qualité. Est-ce que ce n'est pas finalement là le premier ou même le seul enjeu pour chacun d'entre nous dans toutes nos sphères, Anne-France, cette histoire de relations? Alors Anne-France, il faut remettre le son parce que sinon, voilà. on n'entend pas. Oui. La confiance dont parle Patrick, je voyais dans les chats, la confiance a besoin de transparence, mais je pense aussi que la confiance, elle va se cultiver par la gratitude. En fait, plus les entreprises vont faire confiance à leurs collaborateurs, plus les initiatives pousseront. Mais plus les initiatives pousseront, plus il sera primordial de les célébrer par la gratitude. Je parlais de célébrer les petits pas, les objectifs tout à l'heure dans une question. Donc la reconnaissance, merci pour, bravo pour, sont vraiment des accélérateurs de motivation. Aujourd'hui, on est en pleine saison du printemps et je trouve que c'est juste extraordinaire, on le savoure, mais je savoure aussi énormément, au-delà de Dame Nature, ce qui s'entend. Ça s'entend qu'il y a plein de chaînes d'humanitude qui poussent, mais par hectare. Moi, je suis remplie de gratitude pour notre dynamique relationnelle dont on prend, je trouve, tellement mieux soin. Simone Veil disait, plus que dans le savoir, la vérité réside dans l'être. Et tu parlais, Cécile, de relations de qualité. Moi, j'ose croire que les relations deviennent des relations d'être. L'authenticité, on en a parlé, elle est montée sur le podium. Et à ses côtés, il y a la générosité, la créativité. Et en fait, dans une relation de qualité, pour moi, il y a 3 dimensions. Et on vit, me semble-t-il, ces 3 dimensions-là. La première dimension, c'est moi, avec qui j'ai peut-être, durant le confinement, développé une nouvelle relation. Je me suis peut-être découvert de nouveaux talents, un nouveau potentiel. Je me révèle à moi-même. La deuxième dimension, c'est l'autre. L'autre, on a appris à le découvrir dans toute sa globalité parce que la frontière du privé et du professionnel a ouvert ses portes durant ce confinement. Et puis, la troisième dimension, c'est celle du lien, où l'énergie circule, où ça libère la parole, en fait.
moi, je suis une passionnée des mots et nommons avec des mots pour prendre soin de notre santé relationnelle, c'est super important. Donc, durant cette période, encourageons à 1000% le dialogue, l'écoute. Moi, j'ai envie de vous dire, ben, quels mots avez-vous mis sur vos émotions durant ce moment? Comment les avez-vous exprimés? À qui? Qu'en faites-vous? Et puis, je pense qu'il est important de vraiment reprendre contact avec notre camp de base, avec celui qui met à l'honneur ce qui va bien dans nos relations. Parce que pour moi, la gratitude, c'est un vrai socle pour tenir debout. Alors, je me permets encore de vous inviter à un petit voyage avec un maître tibétain qui reçoit un jeune moine très volubile et il demande, maître, comment atteindre la sagesse suprême? Comment marcher vers le dépouillement absolu? Comment connaître et vivre toutes les philosophies? Celle de la vie, de la mort. Le jeune moine parle et parle et parle, alors que le maître tibétain se sert une tasse de thé. Et elle déborde. Alors le jeune moine le lui fait remarquer et le maître continue. Donc le jeune moine crie plus fort. Et le maître tibétain verse jusqu'à la dernière goutte de la théière. Et il redresse le visage et il lui dit, tu ressembles à la tasse. Tu débordes. Va vider tes trop-pleins. Fais le vide. Quand il te restera une brindille, tu viendras me retrouver et nous boirons le thé. Alors moi, ma question, c'est quand boirons-nous le thé tous ensemble? Merci beaucoup Anne-France. Bientôt, nous boirons le thé tous ensemble, pile quand reviendra l'été et sa chaleur réconfortante. Alors en attendant, que peut-on faire? Apprendre, réapprendre, confirmer, peaufiner. Peaufiner quoi? Ce grand défi. Cet ouvrage que l'on peut remettre chaque jour, vivre ensemble et comprendre ensemble aussi comment avancer et puis dépasser l'obstacle pour mieux savourer ce qu'on y a gagné. Grâce à quoi peut-être? Et la question, je la pose à Thierry. Ce qu'il y a, c'est, il faut bien se rendre compte, encore une fois, mais tout le monde le sent et le sait, on est devant un événement que personne n'a vécu. C'est de l'inconnu. Et quand il y a l'inconnu, que fait-on? Je dirais la première chose, c'est observer ce qui se passe pour pouvoir qualifier ce qui nous arrive, l'observer pour comprendre. Alors, c'est ici où je rejoins Anne-France avec sa petite histoire de thé. Observer ce qui se passe avec quoi? Avec une tasse vide, avec rien. Surtout avec pas les livres du passé, avec pas tout ce qu'il y avait dans le passé, mais avec ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire avec de l'émotion, de l'intuition, des valeurs, de l'intelligence rationnelle aussi. Dresser le périmètre de ce que l'on voit pour pouvoir commencer à aller à sa découverte. Et puis j'ajouterai une chose, non seulement découvrir, apprendre, mais vivre le présent que nous vivons. Maintenant, un jour, ce sera du passé. Et la question se pose, mais dès maintenant, comment voulez-vous qu'on le raconte? Comment voulez-vous que vous racontiez le moment que vous viviez maintenant? Vous allez le vivre comment ce moment-là? Il doit être structurant pour demain. Observer donc et comprendre ce qui se passe, c'est pour moi la première chose. Et alors, je mets à la place des chefs d'entreprise qui nous regardent peut-être ou d'autres, face à l'inconnu quand même, on est mal à l'aise. Ça, je comprends. C'est inconfortable, c'est angoissant, on ne sait pas où on va, c'est vrai. L'inconnu, c'est aussi un gros avantage parce que c'est ce qui nous permet d'oser, c'est ce qui nous permet d'imaginer, c'est ce qui nous permet de rêver. Je vais vous prendre un tout petit exemple, vous allez voir. À quoi bon me servirait-il de me lever le matin si tout étant déjà écrit, j'ai une visibilité absolue et que je sais déjà que je disparaîtrai assassiné par un fichier S attablé par exemple à la table d'un bistrot parisien par un après-midi ensoleillé à 16h42 en 2036. Dès que je sais ça, mais je vis plus, j'ai une échéance devant moi. Comment voulez-vous que j'ai encore une capacité de rêve, une capacité d'entreprendre, une capacité d'oser? Je n'en aurai plus du tout. L'inconnu, l'invisibilité, c'est ce qui me permet d'oser, c'est ce qui me permet d'imaginer. Quand on ne sait pas ce qu'on va devenir, on peut devenir ce qu'on veut. C'est exactement ça qui se passe maintenant. L'absence de visibilité, aussi gênante soit-elle, met pour l'instant, en tous les cas, toutes nos intelligences en mouvement. Et moi, je trouve que c'est une belle nouvelle. Et la deuxième chose, quand on ne sait
pas en face de quoi on est, mais on va s'occuper des siens et c'est ce que vous faites, c'est ce que nous faisons tous. Je suis avec les miens, je m'occupe de leur santé, je m'occupe de leur morale, de leur vie. Pour le chef d'entreprise, c'est pareil. Une partie de ses collaborateurs sont en télétravail, une autre partie chômage partiel, une troisième partie sur site encore. Et lui, il entretient la cohésion entre ses équipes. On soigne la relation, on s'inquiète de la santé, on s'inquiète du moral. On apprend aussi à demander de l'aide. C'est nouveau, ça. On apprend, et il faut bien écouter les mots. On apprend à se serrer les coudes, à tendre la main, à donner un coup de main. En fait, on vit vraiment ce moment d'exception où on calcule beaucoup moins et on donne beaucoup plus. C'est un moment où la gratuité du geste, on sent bien que ça s'impose, les repères sont pas les mêmes. Il y a de nouvelles urgences, elles sont là. Et c'est ça qu'on va chercher dans la gratuité du geste. Heureux celles et ceux qui auront compris, pour l'instant en tous les cas, que le don n'était pas contraire au commerce. Il en fait partie. Commercer, c'est d'abord reconnaître à l'autre les valeurs que je n'ai pas. Alors quand l'économie repartira, je suis sûr qu'on se souviendra de ces moments de solidarité, de ces moments d'entraide. On aura été pendant toutes ces journées des compagnons. Compagnon, c'est celui qui brise le pain. Bon, on n'aura peut-être pas partagé le pain, mais on aura partagé les mêmes incertitudes, les mêmes nouveautés, les mêmes moments de joie, les inquiétudes, les interrogations. En réalité, je crois que c'est sur cette qualité de relation humaine que viennent se poser couche après couche les compétences, les savoir-faire qui font la performance de l'entreprise. Et ce qu'on apprend, puisque le travail s'est pour beaucoup arrêté, que travailler ensemble suppose d'abord de vivre ensemble. Et c'est ce que nous expérimentons aujourd'hui. Merci beaucoup Thierry. J'aime beaucoup. Elle est de toi cette phrase, quand on ne sait pas ce qu'on va devenir, on peut devenir ce qu'on veut. Elle n'est pas de moi. Et je ne sais pas de qui elle est, mais je l'avais en tête. Donc elle est ressortie comme ça. Tu peux la prendre aujourd'hui, c'est cadeau. D'ailleurs, justement, je rebondis sur cette phrase qui parlait de la notion de cadeau. Comment peut-on encourager les entreprises à voir les collaborateurs comme des atouts plutôt que comme des charges? Cadeau contre fardeau face aux difficultés économiques et financières pour éviter le désastre social et psychologique de l'après. Je trouve que cette question est très intéressante. Il n'y a rien à faire. L'entreprise, c'est aussi un calcul. Là-dessus, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a un calcul. Je laisserai Patrick répondre derrière, mais il y a un calcul. Il y a un moment donné, avec toute la bonne volonté du monde, vous n'allez pas pouvoir tenir tout à bout de bras si vous n'avez pas les ressources pour pouvoir payer les personnes. Je pense, enfin, je crois. Mais maintenant, la question est, et elle est plus en amont, elle n'est pas dans le calcul, elle est comment, depuis le début de la gestion d'une entreprise, je considère mes collaborateurs. Ça, c'est une vraie question de fond. Et on voit bien que c'est pas une question de l'instant. C'est une question, elle, qui va sur une durée, qui va sur une longueur. Ça, c'est bien différent. Et donc, la question devient, si je dois me séparer d'un collaborateur, dans quelles conditions le ferai-je? Qu'est-ce que je vais faire pour que lui, sa vie se poursuive? On dit son employabilité. C'est plus que ça. C'est sa vie. Est-ce que je peux l'aider sur la suite de la trajectoire? Ça, ce sont des vraies questions. On a évidemment le maillage national, mais peut-être, et ça va dépendre des hommes, que l'entrepreneur là-dessus a de son mot à dire. Patrick. Pour suivre l'idée de Thierry, je pense que quand on parle du numérique, et je l'avais, je pense, évoqué, on passe d'un monde de verticalité à un monde d'horizontalité. Dans les relations de travail, dans les relations de la vie, je veux dire, le numérique a énormément revisité tout ça. Et les jeunes aujourd'hui qui travaillent dans des entreprises, je ne pense pas qu'on peut encore les garder dans des entreprises, simplement dans des rapports de force, dans des rapports de hiérarchie. Il leur faut de la motivation, il leur faut de l'implication. Et qu'est-ce que fait notre monde actuellement en crise? Est occupé à remettre toutes ces notions-là en haut du panier au niveau des attentes. Donc, de fait, il y aura toujours dans l'entreprise une dynamique économique, une dynamique financière, mais la dynamique motivationnelle est occupée à prendre énormément de place. À tel point qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui parfois préfèrent quitter un emploi qui était relativement bien rémunéré pour un emploi un peu moins bien rémunéré, mais où ils seraient mieux reconnus et où ils verraient une trajectoire plus, je dirais, plus gratifiante. Et donc, ces notions-là, avant, on n'était pas trop regardant à ça, mais je vais vous donner un exemple récent. La marque Total que tout le monde connaît, la grande pétrolière, avait mis à disposition des milliers de places de stage. Et les annonces avaient été faites dans des écoles de commerce. Mais ils n'ont pas eu beaucoup de candidats.
Est-ce que Total est une entreprise pas intéressante? C'est une des meilleures au monde dans le domaine pétrolier. Sauf que l'adéquation entre les valeurs de l'entreprise et les attentes aujourd'hui des jeunes, ça ne colle pas toujours facilement. Donc, toutes ces notions-là sont occupées à émerger. Et je pense que la crise qu'on vit est occupée à faire remonter ça encore plus fort. Et ça tombe bien, Christophe nous rappelle que la génération Y et suivante ne demande que du sens, encore du sens et toujours du sens au travail. Anne-France, tu souhaitais compléter? Oui, je pense que le mot intelligence collective, il n'est pas arrivé pendant le confinement. Je pense que c'est réellement aujourd'hui ce nouveau paradigme dans lequel les jeunes ont besoin de s'investir. J'entendais aussi qu'il était important de pouvoir aujourd'hui, déjà dans ce confinement, mais demain et déjà hier, se sentir utile. Si je ne me sens plus utile dans le métier que j'occupe, dans le rôle que je fais, le monde est devenu une sorte de citoyen nomade, c'est-à-dire je vais bouger parce que c'est le sens qui va me faire me lever le matin, et ça j'en suis convaincue, et les jeunes nous l'apprennent vraiment fortement. Donc moi j'ai peut-être envie de dire, parce qu'on parlait de les collaborateurs une charge ou une valeur ajoutée. Si on veut être dans l'intelligence collective, je pense qu'en tant que dirigeant, mais peut-être que, quand je dis dirigeant, c'est peut-être entrepreneur, et aussi dans nos familles et aussi autour de nous, j'ai envie de parler en nous et peut-être de nous questionner en disant, nous aurons réussi notre confinement si, 3 petits points. Merci beaucoup. Il est 15h56. Et la bonne nouvelle, c'est que nous allons respecter notre timing parce que nous sommes de grands professionnels. En toute humilité, évidemment. Alors, on ne va pas se quitter comme ça. Pourquoi? Eh bien, parce que l'idée, c'est de faire un dernier tour de table virtuel et terminer par un mot peut-être un peu plus personnel. Ça peut être une citation, une émotion ressentie. L'idée, c'est de donner carte blanche, de vous donner à tous les 3 cartes blanches pour conclure ce 2e épisode d'un virus et des hommes. Je peux déjà vous dire qu'il y en aura d'autres épisodes. Avez-vous quelque chose qui vous a touché, peut-être un peu plus, ces derniers jours, ces dernières semaines? Anne-France, pour commencer. Oui, moi, ce qui me touche profondément, c'est que le cœur se remet debout. Donc, cultivons ensemble l'épaisseur et la profondeur des liens qui émergent. Et je vais faire référence à un texte que j'aime beaucoup, juste lire un dernier petit passage de ce texte de Chaplin qui dit, en fait, le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir. Mais si je la mets au service de mon cœur, elle devient une alliée très précieuse. Tout ceci, c'est le savoir-vivre. Nous ne devons pas avoir peur de nous confronter. Du chaos naissent des étoiles. Du chaos naissent des étoiles. Thierry, à toi, ton partage, ton émotion. Alors, je vais simplement répondre à Christophe. Christophe nous interpelle déjà à 2 reprises en nous disant, mais j'aimerais que les conférenciers répondent à What's your dream? C'est exactement, Christophe, ce qu'on est en train de faire. Donc, Anne-Véry vient de livrer sa partition. Voici la mienne. Il y a quelques jours, c'était la semaine dernière, je suis tombé sur un texte, je l'ai d'abord entendu, et puis ensuite je l'ai lu. Et j'ai trouvé le texte très, très bon. Je vous livre le texte, je ne vous donne pas son auteur, on en parle après. Petit extrait. Rappelez-vous qu'être heureux, ce n'est pas d'avoir un ciel sans tempête, une route sans accident, un travail sans fatigue, des relations sans déception. Être heureux, c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité dans les moments de peur, l'amour dans la discorde. Être heureux, c'est arrêter de devenir une victime et devenir l'auteur de votre destin. Alors, quand on lit le texte comme ça, vous dites, bon, oui, ça peut être un philosophe, peut-être pas Jacques Attali, mais c'est possible. On peut dire aussi, je reconnais la patte du Dalai Lama. Possible aussi. Pas du tout, c'est pas ça. Vous pouvez dire aussi, c'est un coach. C'est envisageable que ce soit un coach. Je vais vous dire, ces mots, ils ont été prononcés, c'était jeudi dernier, au Vatican, par le pape Benoît. Il était seul, il était tout seul, il n'y avait personne. Il a prononcé son homélie
Et voyez-vous, quand j'ai lu le texte, je me suis dit, c'est vrai qu'il est pape, donc chef religieux, c'est vrai qu'il est chef d'État, mais alors pour écrire un texte comme ça, je trouve que c'est d'abord un grand homme. Un grand homme prénommé François, d'ailleurs, parce que Thierry, tu nous as mentionné Benoît, mais c'est pas grave. Pardon, le pape François, C'est pardon. emporté par ces mots magnifiques du pape. Merci pour ce clin C'est d'œil. Patrick qui me reprend. Ouais. Et bien justement, c'est Patrick. C'est un grand homme quand même. Mais c'est un grand homme quand même. Et merci pour ce texte, effectivement, très beau. Patrick. Je terminerai avec une phrase très courte qui m'a pris de vitesse, qui m'a surpris parce que c'est un monsieur que je ne connais pas vraiment. Peut-être que certains d'entre vous connaissez le président de la République fédérale d'Allemagne qui est en poste maintenant depuis 2017, un certain Frank-Walter Steinmeier. Et il a dit une phrase qui m'a frappé et qui, je trouve, recoupe beaucoup ce qu'on a partagé ensemble depuis le début du Virus et des hommes. C'est « La pandémie n'est pas une guerre, mais un test d'humanité ». J'ai envie de prendre ça comme tremplin pour notre prochaine rencontre. Mais je saisis la balle au bon. Merci Patrick, merci Thierry, merci Anne-France, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous étiez pas loin de 150. Vraiment, merci parce qu'on a encore vécu un très beau moment. Il a été enregistré et nous le partagerons pour les personnes qui souhaiteraient le voir ou le revoir. Merci à l'APM de nous permettre aussi d'être en lien les uns avec les autres. On se donne d'ores et déjà rendez-vous pour un 3e épisode. On vous donnera très rapidement la date, a priori dans les 15 jours. Voilà, pour un nouveau rendez-vous et pour creuser toujours plus ce sujet et vivre ensemble cette expérience inédite. Merci à tous les 3. Merci à tous. Très belle fin de journée et bon week-end. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Veillez sur vous.